Fabergé va donner leur noblesse à ces matériaux qu'il emploie pour fabriquer des accessoires utiles ou futiles qui font plaisir à une clientèle privilégiée. Mais ces objets marquent aussi une rupture entre une élite dirigeante en quête de beauté et de plaisir et un pays qui, pendant les dernières décennies du XIXe siècle, s'enfonce dans une crise sociale particulièrement cruelle pour le peuple russe. Les clients de Fabergé semblent fuir cette réalité et rechercher les bonheurs de l'enfance. Le joaillier imagine des jouets pour adultes qui portent des messages bienveillants et qui cristallisent aussi le souvenir de moments heureux. Les bijoux eux-mêmes expriment un monde ludique et féerique. Dans l'univers de Fabergé, les sculptures d'animaux occupent une place à part. Elles apportent une touche de douceur et de drôlerie. Leur couleur est déterminée par celle de la pierre dans laquelle ils sont sculptés. À ce propos, Franz Bierbaum a noté: ces sculptures miniatures avaient beaucoup de succès. Elles faisaient d'excellents cadeaux quand il était important que le prix ne soit pas trop élevé. En multipliant les pièces uniques, Fabergé provoque des pulsions fétichistes et la passion des collectionneurs. Il faut aller chercher dans les profondeurs des mécanismes psychologiques pour décoder l'attrait de ces petits totems, notamment des statuettes qui sont composées de pierres semi-précieuses ajustées. Ce sont souvent des personnages populaires, des soldats, des paysans. Certains cadeaux sont extrêmement raffinés et onéreux. C'est le cas de ce panier de muguet. Ou de ces délicates pensées plongées dans un verre avec de l'eau taillée dans du cristal de roche. Le joaillier de Saint-Pétersbourg joue avec le désir des élites et les dessinateurs de la maison Fabergé conçoivent de multiples objets usuels dont l'esthétique l'emporte souvent sur la fonction. Ils proposent un immense choix, un inventaire poétique fait d'horloges, de parures de bureau, de porte-tampons, de pots de colle, d'épingles à cheveux, de flacons à parfum, de nécessaires de toilette, de jumelles de théâtre, de pommeaux de canne ou d'ombrelles, de lorgnettes, de sacs, de boucles de ceinture, de sonnettes de bureau et tant d'autres créations. Alors que les œufs impériaux monopolisent l'attention, la quantité exceptionnelle des œuvres de Fabergé est souvent ignorée. En 30 ans d'activité, les ateliers du joaillier ont fabriqué plus de 200 000 objets différents. La sculpture de pierre sert aussi à fabriquer des pièces plus importantes, comme ce magnifique plat en néphrite, avec des anses de style rococo, émaillées en rouge fraise et bordées d'or. Il fut offert par Nicolas II au prince héritier allemand Wilhelm et à la princesse héritière Cécilie à l'occasion de leur mariage. Les étuis à cigarettes sculptés dans la pierre sont des cadeaux particulièrement appréciés.
Les pierres dures sont aussi utilisées pour fabriquer les œufs impériaux. En 1911, alors que Maria Féodorovna fête le 30e anniversaire de son accession au trône, son fils Nicolas II lui offre l'œuf à l'oranger, un arbre dont les feuilles fines et brillantes sont délicatement taillées dans des lamelles de néphrite. Le feuillage est parsemé de pierres roses et jaunes, des améthystes et de la citrine. La base est en néphrite. La date et le nom de Fabergé sont particulièrement lisibles. Maria Féodorovna adore les oiseaux. En appuyant sur une des pierres, le sommet de l'arbre se soulève pour laisser apparaître un oiseau paré de véritables plumes qui se met à chanter. L'œuf à l'oranger a été un des œufs les plus convoités par les collectionneurs et les admirateurs de Fabergé. Il est passé entre de nombreuses mains, notamment celle du milliardaire américain Malcolm Forbes. This is the orange tree egg. It's one of the most famous. If you push that, the little bird's supposed to sing, but naturally on TV it's shy. Il est désormais exposé dans les vitrines du musée Fabergé de Saint-Pétersbourg. Le joaillier a fabriqué pour les tsars une multitude d'objets à offrir, car ils font de nombreux cadeaux, à leur entourage, et aussi souvent dans le cadre de grands événements ou de relations diplomatiques. Bien souvent le monogramme de l'empereur, les armoiries de la famille impériale, voire le visage du tsar sont représentés et renforcent la dimension symbolique du présent. Car un cadeau de l'empereur est bien sûr plus qu'un objet. Le présent est un fétiche. Il porte un peu du pouvoir de celui qui l'a offert. Il est un symbole de distinction, d'amitié, voire de reconnaissance ou d'affection. La douairière, Maria Féodorovna, participe activement à la promotion des œuvres de Fabergé. Elle a fait découvrir à sa sœur, la reine du Royaume-Uni, le charme et la fantaisie des animaux en pierre. Dans son palais de Sandringham, la reine d'Angleterre a constitué une collection de plus de 200 pièces, connue sous le nom de la ménagerie royale. Elle entraîne dans son sillage toute l'élite de la société londonienne. Fabergé décide donc d'ouvrir une succursale anglaise qui connaîtra un grand succès. Les relations de Fabergé, qui sont harmonieuses avec Maria, la mère du tsar, sont plus difficiles avec son épouse Alexandra. En pensant à la nouvelle tsarine, Franz Bierbaum a des mots sévères. Sa connaissance des concepts artistiques était limitée. Son avarice n'allait pas de pair avec son rang d'impératrice. Ses commandes étaient accompagnées d'esquisses et d'idées préconçues en ce qui concerne les prix. Elle mettait souvent Fabergé dans des situations tragicomiques. À côté de cette aristocratie russe toute puissante, une grande bourgeoisie industrielle et commerciale est apparue. Car à partir des années 1880, le pays s'est engagé dans une vaste politique d'industrialisation et a développé un réseau de voies ferrées qui permet l'essor du commerce.